Salut à tous. Et voilà, vous avez vu, je reviens assez vite pour un nouvel épisode de la saison 3 de Stranger Things. Et c'est bien normal parce que j'avais hâte de l'aborder celui-là. D'ailleurs, rien que le titre, The Sauna Test, le sauna en français, doit résonner dans la tête de certains comme un premier moment fort de cette saison. Un premier moment déjà très délicat pour nos jeunes héros. Ce qui s'annonçait comme une expérience au départ va se finir comme une sorte de grosse confrontation. Toujours avec Sean Levy aux commandes qui signera ici son deuxième épisode de la saison, on peut dire que ça envoie du lourd et on revient sur tout ça. Tout d'abord, comme à chaque début d'épisode, la partie pré-générique servira à boucler ce qui s'est passé dans l'épisode précédent. En effet, quand on termine par un cliffhanger, on repart un peu de là avant de passer à autre chose. Et du coup ici, après avoir fait un tour du côté de Max et d'Eleven, cette dernière toujours hantée par ses visions, on poursuit avec la vieille dame Madame Driscoll, découverte dans un piteux état par Nancy et Jonathan, et qui, dans l'ambulance, semble être attirée, appelée par la vieille Assyrie. En plus, on a même le droit d'assister à ce qu'il adviendra des parents des heures, nous permettant de découvrir plus en détail la nouvelle créature et comment elle procède pour infecter ses victimes, même si on l'avait déjà entreaperçu avec Billy dans l'épisode 2. Cette fois, c'est beaucoup plus clair et cette scène est particulièrement bien gérée, car le design de la créature est juste techniquement irréprochable. Lorsqu'on la voit s'avancer, ses longues pattes s'écrasant sur le sol à chacun de ses pas, on peut presque ressentir le poids de la bestiole. Sans parler de son côté visqueux, ce qui va contribuer quand même à lui donner un aspect réel et terrifiant. D'ailleurs, certaines parties des CGI, des effets spéciaux de cette saison, ont été confiées à une firme québécoise. C'est Rodeo FX qui s'est chargé des travaux de conception, visant d'ailleurs à donner vie aux différentes créatures, à quelques environnements, dont le centre commercial du Starcourt Mall, et des effets d'humains qui se liquéfient en trucs dégueulasses. Pour vous donner une idée de l'ampleur du chantier, le contrat a nécessité 14 mois de travail et a impliqué 200 employés des studios de Montréal, Québec, Munich et Los Angeles. En gros, ça veut dire qu'en pré-production de la saison 3, eux, ils bossaient déjà sur tout ça. Et ça a permis à cette boîte déjà confirmée, qui avait déjà travaillé sur quelques effets de Game of Thrones, de Star Wars The Last Jedi et même de Hit, d'être pour la première fois sur un chantier Netflix. Ce qui pourrait leur ouvrir des portes sur d'autres productions à venir de la plateforme de streaming. Donc je tenais quand même à saluer tout leur taf en amont. On revient sur l'épisode avec ce qui sera sans doute la plus grosse énigme de cette saison. Mais comment Joyce a-t-elle bien pu faire pour transporter Hopper jusque chez lui? Bien sûr je plaisante, mais Hopper quand même c'est un sacré morceau. Et Joyce elle est toute petite et toute frêle. C'est comme si j'essayais de soulever un âne mort. Bon, on va pas chipoter, on a quand même un début d'explication. Il était peut-être dans les vapes et elle aurait aidé à marcher. Même là, ça m'étonne qu'elle soit pas fait écrabouiller d'ailleurs. En tout cas, on peut commencer à apprécier leur duo comique dans cette saison. Avec Joyce qui essaye de se rappeler du véhicule de l'agresseur de Hopper, lui signalant au dernier moment un petit détail, c'était une moto. Du coup, elle aurait peut-être dû commencer par là, c'était quand même drôle. Ainsi, ça amène notre duo à enquêter du côté du maire, parce que Hopper se rappelle du motard justement quand il était passé le voir. Et il va lui mettre un gros coup de pression, cassage de gueule en règle, histoire de rendre ce personnage un peu plus absurde de par son cynisme et sa lâcheté. D'ailleurs, à ce propos, le jeu de Cary Elwes est très bon dans cette figure d'autorité corrompue, mais sans être quelqu'un de dangereux fondamentalement. Plutôt assez égocentrique et stupide pour tremper dans de sales histoires avec de mauvaises personnes. Bon ok, c'est aussi à cause de lui si Alexei y meurt. En tout cas, ça donne quand même un côté comique au personnage, un genre maîtrisé par l'acteur qui avait déjà joué dans des films parodiques, tels que Hot Shots en 1991. Dans cette parodie de Top Gun, il jouait l'équivalent de Iceman. Et dans Sacré Robin des Bois en 1993, où il incarnait le prince des voleurs en personne. Il sait aussi faire du drama avec Saw, bref, c'est vraiment un acteur hétéroclite. Ainsi, de fil en aiguille, les investigations de Joyce et d'Hopper les mèneront à enquêter du côté des fermes à l'est de la ville, à côté de la centrale électrique, comme l'observe Joyce. Les concernant, c'est à peu près tout pour cet épisode. On les laisse encore un peu tranquilles jusqu'au prochain. Du côté de Nancy et Jonathan, ils sont mis sur la touche par Tom, le rédac-chef, qui ressurgit à son poste pour les virer, malgré sa mauvaise posture en début d'épisode. Mais quand même, il fait assez suspect avec sa blessure au front et son visage en sueur. Et forcément, ça se dispute entre les deux, chacun part de son côté. Mais après une discussion remotivante de sa mère, Nancy ne lâchera rien et continuera d'essayer de comprendre ce qui se passe avec la vieille Madame Driscoll, allant jusqu'à surveiller son état à l'hôpital. Forcément, elle va pas être déçue de ce qu'elle va découvrir. Je rêve où elle a remis cette horrible robe. Bon, heureusement, Natalia d'ailleurs, tout lui va, j'ai envie de dire. On revient quand même à cette fameuse scène du sauna ou quoi?
Ah non tiens, on va d'abord revenir sur la Scoops Troop qui s'agrandit, car Robin se procure des plans du Starcourt, plans que vous pouvez d'ailleurs retrouver dans le jeu Windows 1.11, et puis Dustin, Steve et elle vont devoir convaincre Erika de se joindre au groupe pour s'infiltrer par les tuyaux d'aération, et leur ouvrir ainsi de l'intérieur le dépôt des Russes. Russes qui auraient juste un peu levé la tête pour voir qu'ils étaient observés. Et d'ailleurs, ça risque pas de griller leur couverture de se balader dehors avec des armes? Franchement, concernant Erika, à partir de là, on la voit un peu plus. Elle a vraiment d'excellentes vannes. Priya Ferguson se révèle dans son rôle de personnage avec du répondant. Pour la petite histoire, c'était suite à sa très bonne prestation lors de la dernière saison que les showrunners avaient eu l'envie de la mettre plus en avant. À la base, c'était pas prévu. Donc on va assister à l'opération mise en danger d'une mineure. Franchement, c'était bien trouvé. D'ailleurs, Sean Levy avait pu nous faire profiter de quelques images du making-of de cette scène dans les conduits d'aération sur les réseaux sociaux. Ça permet vraiment de se rendre compte du boulot et de l'organisation qu'il a fallu, avec cette sorte de caméra sonde, pour retrouver un peu ce visuel à la Die Hard. Bref, notre joyeuse équipe arrive à pénétrer dans la réserve pour venir découvrir ces fameuses capsules avec ce liquide vert qu'on avait pu découvrir déjà dans la bande-annonce, avec un design qui est très familier, qui rappellera décidément plein de choses. J'avais évoqué genre le mutagène dans les Tortues Ninja, vous pouvez voir c'est très ressemblant, mais ça peut aussi rappeler les tubes de nuque dans Robocop 2. Bref, il y a sûrement plein d'autres références, et c'est ce genre de détails que j'apprécie beaucoup dans la série d'ailleurs. Enfin, leur twist dans cet épisode, et a fait de quoi nous surprendre, finalement la pièce se transforme en un gigantesque ascenseur dans lequel ils sont bloqués en pleine chute libre. C'est comme ça que ça se termine pour eux. Pas de doute, il va falloir direct enchaîner sur l'épisode suivant. Mais je vous gardais le meilleur pour la fin, cette fameuse scène du sauna. Alors déjà avant cela, on peut quand même noter la narration qui commence à se resserrer, avec le regroupement de Mike, Lucas, Will, avec Max et Eleven, qui mettent en commun leur découverte des précédents épisodes, avec en ligne de mire Billy. Non mais déjà, plus suspect que ça, tu meurs. J'adore ce plan. Petit moment cool, intéressant, une fois encore Max qui s'inquiète pour lui, c'est légitime. C'est pas quelque chose qui sera non plus énormément creusé pendant cette saison, mais voilà, c'est mentionné à plusieurs moments comme ça, sporadiquement, et c'est suffisant pour bien nous rappeler les enjeux entre ces deux-là. On s'y attarde un peu aussi pendant la scène même du sauna. Bref, ça fait le taf pour nous conduire à la fin qu'on connaît, mais bon, ça on y reviendra en temps voulu. Ainsi, notre bande d'intrépides décide d'en avoir le cœur net et de tendre un piège à Billy pour savoir si, comme Will dans la saison précédente, il serait possédé par le Mind Flayer. Et donc l'intérêt du sauna qui peut monter à des fortes températures. On sait que l'entité ne supporte pas les fortes températures. Un autre moment que j'ai bien aimé, c'est lorsque Eleven s'explique avec Mike durant les préparatifs du piège. Malgré qu'il lui explique que c'est quand même Hopper qui avait fait pression sur lui, Eleven prend contre toute attente plutôt la défense de son père de cœur. Ayant encore en travers les propos de Mike par rapport aux femmes qui sont d'une autre espèce. La jeune fille veut autant s'émanciper de Hopper que de son petit ami. Elle a besoin de moments pour elle. Ce qui est quand même logique avec ce qu'on connaît du personnage depuis la première saison. Donc on est vraiment dans un cheminement cohérent et légitime de ce que pourrait ressentir la jeune fille. Mais bon, elle aura pas trop le temps d'y penser puisque là elle va avoir fort à faire quand même avec cette confrontation qui arrive. Alors déjà franchement avec ses pouvoirs, je donnais aucune chance à Billy. Et d'ailleurs je l'avais évoqué avant la saison, fallait mieux pas pour lui et le Mind Flayer qui se lance dans une attaque frontale. Mais bon, on n'a pas le choix puisqu'il se retrouve enfermé dans le sauna, acculé. C'est touchant de revoir un peu Billy en train de pleurer, car ça nous rappelle que derrière le masque de ce flyet Billy, on peut mesurer la détresse de l'être humain bloqué dans ce corps, et forcément à faire des choses horribles, comme il le dit lui-même. Mais le Mind Flayer reprend le dessus, on voit toutes ces veines noires qui apparaissent sur le corps de Billy et qui ressortent. Il enfonce la porte, se jette sur eux, et force est de constater que dans un premier temps, Eleven a du mal à le contenir. Il réussit même à prendre le dessus, à la saisir au cou, à commencer à l'étrangler. On tremble pour elle. Et d'ailleurs on se rend compte qu'elle n'arrive plus à utiliser ses pouvoirs à ce moment-là, elle peut plus se concentrer. On a presque envie d'aller secouer les autres qui restent là figés pendant ce temps-là. Heureusement, c'est dans ces moments que Mike est particulièrement intéressant, toujours prêt à braver la menace dès qu'elle est en danger, n'écoutant que son courage. Bon, forcément, face à Flyet Billy, il n'arrive pas bien loin, mais ça laisse quand même le temps pour Eleven de reprendre les choses en main, de rappeler qu'elle est nettement plus puissante que lui, en l'immobilisant dans les airs. Elle aurait peut-être dû commencer par là, tiens. C'est très bien mis en scène, les angles de caméra sont bien choisis. Ce temps d'arrêt nous laisse apprécier ce revirement. Puis elle le projette violemment à travers ce mur de briques. Devant de tels pouvoirs, il ne pourra que battre en retraite. Mais la jeune fille y a quand même laissé quelques plumes dans le combat, ça se sent. Voilà, donc du coup, cette scène, c'est une tuerie.
très dynamique avec certains plans à la volée, puis la lumière qui clignote pour accentuer la présence maléfique, la confusion, dans ce test qui aura dégénéré en confrontation. D'un point de vue acteur, gros travail de Millie et de Decree avec une belle chorégraphie, bon sûrement aussi de leur doublure. Il y a ici une très bonne direction des acteurs pour obtenir des plans aussi esthétiques pendant le combat. Bon après, histoire de ne pas rendre trop ça brouillon, on garde quand même 3 personnages sur la touche, mais c'est bien en même temps c'est logique. Devant l'horreur de cette scène, ils réagissent peut-être un peu comme nous on l'aurait fait, pétrifiés. Enfin Billy fuit à sa cachette où il retrouve Heather et la créature, pour nous apprendre dans ce dernier plan que maintenant, bon nombre de gens à travers Hawkins sont infectés. Et que même si le groupe d'amis ont découvert la supercherie, il est peut-être trop tard. Voilà, donc au final, c'est l'un de mes épisodes préférés. Même si je vois surtout l'ensemble de la saison comme un gros film, on va dire que j'ai bien aimé ce segment. Je vais pas revenir à chaque fois sur la réal, la mise en scène, qui sont au top de toute façon tout le long de la saison. Pareil pour la musique, les effets sonores. Mais ce qui est bien en plus dans cet épisode, c'est qu'on va avoir des détails, on va apprendre de nouvelles choses sur l'Upside Down, sur le Mind Flayer, comment ça marche. Puis ça, moi, vous savez, j'aime bien. Donc déjà, on apprend plus clairement que l'ombre qui s'était échappée de Will à la fin de la saison 2 ne meurt pas simplement comme un démodog. On l'a vu en entrée de saison, mais cette fois-ci c'est soulevé directement par les personnages. Il y a une confrontation de théories. Aussi on nous introduit la notion que les personnages possédés peuvent rester en veille jusqu'à ce que le Mind Flayer les active, lorsqu'il en prend le contrôle. Et au passage on a un petit rappel que toutes ces choses liées à l'Upside Down sont interconnectées, avec Madame Driscoll qui souffre en même temps que Billy. On apprend aussi plus précisément ce que ressent Will lorsqu'il perçoit la présence du Mind Flayer. Et puis enfin on voit l'envergure des dégâts que le monstre est en train de faire sur les habitants de la ville, prenant possession de dizaines de personnes, ne ressemblant plus lorsqu'il en prend le contrôle qu'à une horde de zombies juju. Voilà sur ce que j'avais envie de dire par rapport à cet épisode 4. N'hésitez pas vous aussi à me dire ce que vous avez apprécié, ce que vous avez peut-être moins aimé aussi, ça peut arriver. D'ailleurs n'oubliez pas, on se retrouve ce week-end pour un nouveau point actu. D'ici là, moi je vous dis bonne fin de semaine. Ciao les amis.